Salut à tous et bienvenue sur ce live spécial bilan du mois de septembre 2021 de l'AS Monaco. J'avais déjà fait une petit live le mois dernier pour faire le bilan du début de saison et surtout principalement du mercato de l'AS Monaco. L'idée c'est du coup de poursuivre à peu près tous les mois si possible, de faire un petit point et de regarder ce qui a pu se passer pendant le mois, voir où en est l'AS Monaco sur les différentes compétitions qu'elle fait, où on sent aussi un peu les recrues. Le but surtout en fait c'est d'essayer de partager avec vous qui êtes sur le chat présent sur le live Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas quand je parle, quand je présente un peu tous les différents petits points, les différentes items, à donner vos idées. Le but c'est d'avoir un peu d'échange, un peu de dialogue, même si je suis le seul à avoir de la voix sur ce live forcément, mais du coup voilà, en écrivant sur le chat, de toute façon il est affiché, ça, ceux qui regardent la rediff sur YouTube peuvent voir aussi du coup ce que vous dites, parce que du coup c'est vrai que sinon c'est un peu compliqué. Donc voilà. On s'est quitté en tout cas sur le précédent live. C'était pas forcément la joie sur celui du mois d'août. On sortait d'un bilan qui était quand même assez compliqué, surtout en Ligue 1. Une seule victoire, et heureusement elle est intervenue sur la dernière journée avec ce match contre 3, sinon c'était 2 défaites, un match nul. Très peu de points, 14e au classement, vraiment très très mauvais départ de l'AS Monaco, seulement 3 buts inscrits surtout en Ligue 1, pour 5 encaissés, encore ça pouvait aller. La désillusion en Ligue des Champions, alors qu'on sorte le meilleur match de la saison, pour moi c'est toujours le cas, contre le Shakhtar au match retour, où malheureusement on fait que ce 2-2 qui nous élimine, et nous permet pas d'accéder à la Ligue des Champions et nous envoie en Europa League. Du coup on va pouvoir en parler sur cette vidéo de l'Europa League et voir du coup qu'est-ce que l'AS Monaco a pu faire sur ces 2 premiers matchs, et je pense qu'il y a pas mal à dire, surtout au niveau des choix de Kovac là-dessus, qui a c'est mon avis personnel. Voilà un vrai supporter monégasque. Merci, écoute, ça fait plaisir, oui. J'avoue que là, je suis 100% monégasque depuis de très très nombreuses années. Il n'y a pas de souci là-dessus, je suis un vrai. Du coup, on va commencer déjà à parler par le premier point, forcément c'est par la Ligue 1, vu qu'en plus c'est ce que Kovac a choisi de mettre en avant cette saison a priori, vu que c'est les équipes type jouent les matchs de Ligue 1. Ça peut se comprendre, le début de championnat très très compliqué, comme je l'avais dit, 14e au début septembre. On commence en plus avec un gros match contre l'OM. Il fallait forcément réagir, forcément aller chercher des points, sinon on allait être complètement décroché. On avait la chance que, et c'est même toujours le cas, que les autres grosses équipes n'ont pas non plus fait des démarrages fous, hormis le PSG, mais bon, qui sont vraiment inatteignables cette année. Les autres équipes, c'était à peu près pareil. Voilà, il y avait du bon, du moins bon. Forcément, ils avaient plus de points que nous, puisqu'on a fait un départ catastrophique. Mais voilà, il ne fallait pas non plus continuer à perdre des points sur ce mois-ci. On avait eu un calendrier plutôt facile sur le mois d'août, le mois de septembre, hormis les 2 premiers matchs, parce que c'est vraiment 2 concurrents directs à l'Europe. Derrière, c'était beaucoup plus simple, donc clairement, il fallait aller chercher des points ce mois-ci. Et si on veut faire déjà un premier bilan sur ce qui s'est passé sur ce mois-ci en Ligue 1, sur les 5 matchs, il est vraiment plutôt positif. Alors, on va chercher 3 victoires, un match nul à Nice qui, mine de rien, vraiment un très bon résultat, on en reparlera tout à l'heure. La défaite contre l'OM fait très mal, clairement. Oui, c'est un 3-0. Décidément, j'aime bien faire des erreurs de mise en page sur les scores. J'avais déjà fait une erreur sur le match du Shakhtar, j'ai mis 1-1 au lieu de 2-2. Voilà, il y a du copier-coller, forcément. C'est pour le but que Pembele n'a pas mis. Et du coup, si on regarde bien sur ce mois de septembre uniquement, l'AS Monaco est 3e, la 3e meilleure équipe. Devant, c'est les 2 premiers du championnat à l'heure actuelle, le PSG et Lens qui font un quasi sans faute. 4 victoires et 1 défaite chacun. Assez surprenant d'ailleurs la défaite du PSG contre Rennes. Diop, on va en parler, parce que du coup pour l'instant on va parler surtout de la Ligue 1, après de l'Europa League, et après on évoquera du coup les tops et les flops. Donc clairement oui, Diop va faire partie des personnes qu'on va parler. Reste à voir ce que tu souhaites dire par long terme. Est-ce que tu penses qu'il va à long terme sur AS Monaco, ou sur comment il va se développer? Est-ce qu'il a un avenir très très radieux, un peu à l'image d'un Ludovic Giuly, sur lequel je l'avais un peu comparé après son but qu'il nous avait mis en talonnade, un match d'ailleurs. Pour moi, oui, c'est un joueur qui a encore énormément de potentiel et qui peut vraiment exploser encore. La preuve, du coup, il a fait encore un très bon match avec l'équipe de France Espoir. Clairement, il y a vraiment du potentiel. J'espère qu'il pourra le démontrer à l'AS Monaco. Du coup, oui, je disais que le bilan en général, il est plutôt bon dans l'ensemble. Certes, il y a ce premier match contre l'Olympique de Marseille qu'on perd à domicile 2-0, où on a l'impression qu'on n'a absolument pas joué, qu'on n'était pas là.
Comme je t'avais dit avec Radiogonal, il est où le pressing sur ce match-là? On n'a absolument pas pressé, on a laissé complètement les Marseillais jouer. Contre nous, on n'a vraiment rien proposé. C'est eux qui ont été dangereux de A à Z, qui ont eu vraiment les occasions de nous faire bien plus mal qu'un 2-0. C'est un match qui intervient juste après la trêve internationale. J'ai pas regardé les stats, mais vraiment, un jour que je m'y penche dessus, j'ai vraiment l'impression que c'est toujours catastrophique. À chaque fois qu'on reprend le championnat après des trêves internationales, toujours on a des mauvais résultats, j'ai l'impression. C'est l'impression qui me reste. Toujours aussi, j'ai l'impression qu'on joue quand même des gros matchs. Là, ça va être encore le cas contre Lyon. On a déjà eu des PSG, des Marseille, c'est pas la première fois. On a eu des derbies aussi juste après. C'est assez souvent qu'on a des matchs assez compliqués. Et on reprend, du coup, on a du mal à retrouver tout de suite notre rythme. On a des joueurs qui reviennent blessés de sélection ultra rapidement. Là, pour le coup, en plus, on a des absences parce que du coup, les sélections sud-américaines gardent les joueurs un peu plus longtemps. Voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Sur ce match-là, il envoie de l'équipe type pour moi, Kovac. Il peut pas l'envoyer complètement parce qu'il n'a pas Maripane et donc du coup il doit faire un choix. Sidibé est blessé aussi à ce moment-là, donc forcément pour moi il reste que Matsima. Le fait d'avoir une défense à 3 contre Marseille, ça me paraît pas fou pour bloquer la tactique marseillaise qui est vraiment très très offensive et pour pas se prendre des contres si on joue la possession contre eux. Et on allait se faire, à mon avis, manger si on jouait ce type de jeu. Mettre une défense à 3, ça paraissait assez logique. Bon, après, Badiachil, Dissassi, Matsima, c'était un peu trop jeune, un peu inexpérimenté. Manque de repères, clairement, et ça s'est vu du coup, de toute façon, sur les actions de Diagne qui les mange et qu'il y a un manque de cohésion entre Dissassi et Matsima. Du coup, c'est sur le deuxième but où du coup Dissassi monte d'un cran et fait signe de la main à Matsima, vas-y, prends Diagne, alors qu'il est à 10 mètres de lui. Du coup, Diagne en profite de faire son appel et ça amène le deuxième but. Le premier but d'ailleurs, non, parce que le deuxième c'est une erreur d'Issassi qui, quand Diagne lui fait un peu la toupie autour de lui. Vous avez bien la chance d'aller voir le match à Lyon, du coup, moi j'allais juste à côté et du coup je n'y serais pas probablement. Donc voilà, donc vraiment un match où de A à Z on peut rien reprocher, puisqu'ils font 2 poteaux. Diagne nous a vraiment tout fait sur ce match-là. On sort d'une période déjà compliquée, on enchaîne par cette défaite contre l'Olympique de Marseille qui est un concurrent direct. On va pas chercher des points contre eux non plus. On est toujours au fond du classement, on est toujours 14e encore à ce moment-là. C'est le moment aussi, il y a pas mal de supporters qui commencent à craquer, il faut le dire. Il y a eu pas mal à ce moment-là de Kovac d'émissions. Bon, c'était un peu exagéré forcément sur le thème un peu de la rigolade parce qu'il y avait un enchaînement de mauvais résultats, mais il y a eu quand même pas mal de critiques sur lui. Beaucoup de critiques aussi sur Michel Petrov par rapport à leur recrutement parce que du coup, il considérait qu'on n'avait pas renforcé l'équipe. Voilà, je pense qu'au vu des résultats qu'il peut y avoir un peu plus tard sur ce mois-ci, et du coup dans le fil de la saison, on peut comprendre que c'était un peu exagéré à ce moment-là de crier au feu. C'est sûr que ça va nous faire mal à la fin de la saison, ces matchs-là, quand on va les regarder, on va se dire qu'on a encore perdu des points, qu'il y avait des matchs qui étaient franchement abordables, surtout sur le mois précédent, contre Nantes, clairement on doit aller chercher des points, contre Lorient aussi, même si ça reste une bonne équipe, on doit aller chercher les points. Merci pour ton abonnement, Jules Monaco. Après Lens, ça peut se comprendre, ça reste une très grosse équipe sur ce début de saison, encore on peut... encore 2-0 à domicile, c'est quand même assez sévère. Donc voilà, on enchaîne du coup après derrière avec le match contre Nice, qui intervient du coup après le match contre Graz, mais bon, on a fait complètement tourner, donc on peut réaligner à nouveau l'équipe type contre Nice. On y va en ayant absolument besoin d'un résultat à Nice. Oui, je suis assez d'accord que l'équipe a été renforcée quand même. C'est pas des renforts vraiment sur les postes de titulaires, parce que en fait, je pense qu'il n'y avait pas forcément nécessité. On a vraiment un bon groupe l'année dernière, une bonne équipe type, et du coup, même si ça manque un peu en défense centrale, peut-être vraiment d'un taulier, d'un mec d'expérience. C'était surtout des joueurs sur le banc qui soient là pour quand il y a des remplacements, quand il y a des suspensions, des blessures, qu'il n'y a pas non plus trop de changement de niveau, trop d'écart. Donc vraiment, c'est dans ce sens que le recrutement a été fait. Il est quand même pas trop mauvais. Il y a des postes où on peut redire le poste de gardien, bon forcément, et Jacobs aussi. Boadou, c'est juste que il a un peu du mal pour l'instant, mais voilà, on y reviendra aussi tout à l'heure quand on parlera des top les flops. On pourra évoquer en tout ce qui est recru. Le match de Nice, donc je disais, on y va avec la peur en vente, parce que c'est une équipe qui à ce moment-là marche sur les nuages. Ils font un super début de saison. Ils ont encaissé aucun but à ce moment-là. Benitez, il a 18 ou 16 arrêts à ce moment-là, alors qu'il n'y a eu que 5 matchs qui ont été joués. Donc ils ont vraiment une superbe défense.
Nous, on a absolument besoin de points là-bas, et franchement, revenir avec le point du match nul, surtout qu'on voit la suite des résultats de Nice, même si, ils ont perdu comme un match arrière. Ça reste comme une équipe qui a encaissé que 4 buts en 9 matchs, qui fait des très bons résultats, qui sont 3e au classement avec un match en moins. C'est vraiment un très bon résultat. J'ai pas eu la chance de voir cette première mi-temps en plus, où on joue très très bien, et où on propose du jeu, où on arrive rapidement à mener. Et du coup, en plus, à finir la mi-temps en étant devant sur ce match aussi. Après, malheureusement, dès le retour, Nice nous fait mal, reprend la possession, reprend le jeu pour eux, on commence un peu à se faire peur. La fatigue aussi, je pense que du coup là on enchaîne un 3e match, même si la rotation compte gratte. Delors nous fait mal tout de suite, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on prend ce but quasiment dès la reprise, et qui continue à appuyer juste après ce but-là. Et donc du coup on craque derrière et on arrive à prendre ce 2e but. Heureusement pour nous, du coup on arrive comme à avoir un penalty, et Ben Yedder met ce but. Boadou, comme tu le dis, oui, rate une balle de match contre Nice, ça c'est clair, et on pourra en parler parce que c'est pas la seule qu'il a raté. Il a raté une belle contre Nantes, contre Bordeaux aussi, il a une belle occasion où il peut faire autre chose, plutôt qu'essayer de passer, il peut y aller tout seul, s'il avait un peu plus de confiance en lui, je pense qu'il aurait pu. Et du coup, sur ce match de Nice, finalement, on est quand même heureux d'avoir fait ce match nul. On allait chercher un point chez eux, même bon, s'il n'y a pas le public à ce moment-là, ça reste vraiment un très bon résultat pour moi. Et je pense qu'au fil de la saison, on pourra le penser encore, hein, d'être allé chercher, même si on avait absolument besoin de points à ce moment-là, qu'on avait très très peu de points et que gagner un point, ça ne nous permet pas d'avancer au classement. On est toujours très très proche de la relégation à ce moment-là, hein, parce que je crois qu'on avait à peine 3 points d'écart avec Saint-Etienne qu'on reçoit juste après. Mais en tout cas, on a l'impression d'avoir vu une équipe déjà qui a un changement par rapport au match de Marseille où on ne joue absolument pas, le match contre Graz où on joue contre une équipe qui a un très très faible niveau, qui propose pas grand chose et où offensivement on a eu du mal nous aussi à aller mettre ce pauvre petit but. Contre Nice, je trouve que ça commence déjà à être le petit déclic qui fait que notre saison a changé, qu'on a beaucoup mieux joué par la suite, et ça se voit de toute façon dans les résultats qu'on a pu faire, parce qu'après on a enchaîné que des matchs où on n'a pas perdu, où on a encaissé beaucoup moins de buts, on a été un peu plus serein sur le jeu. Du coup, après ce match contre Nice, on enchaîne tout de suite, au bout de 3 jours, parce que du coup, c'est bien de mettre un match de Ligue 1 en plein milieu de la semaine, quand déjà il y a les matchs de Coupe d'Europe, histoire de vraiment bien reprendre le rythme et de blesser les joueurs aussi physiquement. Heureusement pour nous, on n'a pas eu trop de blessures musculaires à ce moment-là, mais c'est vraiment le moment spécial pour le faire. On reçoit Saint-Etienne. Saint-Etienne, ça va être la même dynamique que les 2 autres clubs qu'on va recevoir derrière. C'est des clubs qui sont au fond du classement, qui sont dans une série très très mauvaise, avec des gros problèmes défensifs. Des équipes qui offensivement marchent pourtant bien, arrivent au moins à mettre leur but par match, que ce soit Clermont, Bordeaux ou Saint-Etienne, c'est vraiment les mêmes dynamiques. Pas mal de blessés dans ces équipes aussi, des absences. Et clairement pour nous, là, le calendrier est vraiment très bon à ce moment-là, ce qui nous permet de jouer contre ce genre d'équipe et essayer de nous reprendre ce qu'on n'a pas su faire sur le mois d'août. On va pouvoir essayer de le faire et enfin engranger un peu de la confiance sur ce début de saison. Le match Saint-Etienne, c'est pas le plus simple, on va dire, parce que au final, malgré le fait qu'il y a un carton rouge assez rapidement pour leur gardien, quand même, qui nous aide beaucoup, parce que du coup, ils perdent leur gardien, ils perdent un remplacement. Bon, même si maintenant qu'il y a 5 remplacements, ça a beaucoup moins d'impact. On arrive quand même difficilement à gagner 1-0 rapidement dans le jeu. On se fait quand même égaliser aussi, alors qu'on joue déjà avec un joueur de plus sur le terrain. On a Banga qui égalise assez rapidement, juste après en plus la suspension de son gardien. Et du coup, il faut attendre quasiment la moitié de la deuxième mi-temps pour enfin avoir ce penalty, qui là aussi est très généreux. Hein. On a quand même pas mal de chance contre Saint-Etienne, parce qu'entre le carton rouge, la main qui sort d'où, je me demande des fois si on n'a pas filé une valise au joueur stéphanois, parce que pour sortir la main comme ça sur un corner, je comprends toujours pas son mouvement, quel réflexe il a pu avoir pour aller sortir une main. Et du coup, on gagne un penalty qui est ultra généreux à ce moment-là. Et du coup, Ben Yedder rentre sur le terrain et marque le penalty. Diop devait un peu avoir la mort, parce que je pense qu'il devait aimer pouvoir le tirer à ce moment-là. Et Ben Yedder rentre et en capitaine nous met au fond. Heureusement qu'il le met, parce que je pense qu'il y aurait eu beaucoup à dire sur Ben Yedder à ce moment-là, s'il n'avait pas inscrit le but en voulant le tirer tout de suite en rentrant en jeu, sans même avoir s'être un peu échauffé. Et derrière, après, de toute façon, ça a mis un coup aux Stéphanois et le match a été beaucoup plus simple sur la fin et on a pu gagner. Mais ils nous rassurent pas, parce que derrière ils font quand même 3 poteaux sur ce match, ils se mettent ce but, franchement, comme tu le dis, hein, Quentin,
c'est vraiment... Défensivement, on a quand même toujours des erreurs et des soucis quand même à arriver à se concentrer et à pas encaisser ce genre de but. Je trouve que voilà, on gagne quand même 3-1 contre Saint-Etienne, qui est vraiment au fond du classement et jusqu'à leur, on va dire leur match contre le derby quoi. Si on met vraiment le derby de côté où ils sortent un exploit, tout le reste de leur match ils sont vraiment catastrophiques, ils proposent rien. Mais on arrive quand même à se faire peur malgré ce 3-1. Coucou Epsi, salut. Euh, Mais du coup, ouais, elle nous fait vraiment du bien, malgré que ce soit très très moche, que Saint-Etienne a eu des occasions énormes de pouvoir revenir au score et nous faire mal, éviter qu'on s'envole, bah, finalement, mentalement, elle nous fait bien. Elle vient du coup conclure aussi ce match nul qu'on a fait à Nice, qui était un bon résultat, nous permet de nous relancer et de sortir enfin de cette deuxième moitié de classement. Bah écoute, ouais, pas de souci, ça sera sur YouTube demain, y a pas de souci, Epsi. Oui, si, ça, c'est une boulette de Badiachil, si j'ai bon souvenir, c'est bien ça, quoi. C'est encore assez régulièrement, les buts qu'on encaisse sont vraiment souvent évitables, quoi. Soit c'est des erreurs de notre défense, soit c'est notre gardien qui fait un peu le plot. Bon, je suis sévère un peu sur lui, mais c'est vrai que par la suite ça va un peu mieux, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, jusqu'à Saint-Etienne, ouais, là, notre gardien, pour l'instant, on n'en est pas très content, surtout contre Saint-Etienne, ou même sur les poteaux et tout, il sert à rien. Et c'est le moment où on commence à blaguer sur lui en disant que ses poteaux font plus d'arrêts que lui. Parce que contre Nice aussi, il y avait eu un poteau. Graz aussi fait une transversale. Donc c'était vraiment plus les deux poteaux contre Marseille. Ça commençait à faire plein de matchs où du coup ses montants faisaient plus d'arrêts que lui. Donc c'était assez critiquable. Mais du coup, voilà, ce match nous fait du bien. Nous permet du coup après d'aller à la Real pour aller jouer une autre compétition et essayer du coup de jouer autre chose. A plus, et puis oui, il se fait déborder sur le côté et il cherche à ce moment-là où il pense protéger le ballon pour le faire sortir et qu'il se fait complètement bouffer. Euh, et, et du coup, bon, à notre surprise déjà, on en parlera tout à l'heure, mais à la Real, du coup, c'est les remplaçants qui jouent, qui nous permet contre Clermont d'aller à Clermont-Ferrand, une équipe qui a fait un très bon début de championnat, mais derrière a eu beaucoup de mal à enchaîner. Avec l'équipe titulaire quasiment, puisque du coup on avait quand même bien fait tourner contre la Real en sortant de 4 offensifs. Golovin, Gelson et Yederland ne jouaient pas ce match aussi. Du coup pas en tant que titulaire, donc du coup c'est contre clairement qu'on peut les retrouver. Euh, je dois inverser, je crois que le match de la Real est après Clermont. Oui, parce que c'est le match de Saint-Etienne qui est en semaine. Du coup, voilà, non, on joue avec les titulaires contre Clermont, on les remettra contre Bordeaux. J'ai une petite bêtise, le match de la Real est coincé entre Clermont et Bordeaux plutôt. Euh, et contre Clermont, en tout cas, c'est la première fois qu'on joue contre une petite équipe et qui met pas l'autobus. C'est la première fois du championnat, on n'a pas 70% de possession sur un match, c'est eux qui ont la possession, c'est eux qui nous font mal. On a l'avantage d'avoir vite réagi, parce qu'on prend un but très très vite par Bayo quand même. Et heureusement, du coup, on égalise avec Pavlovic assez rapidement, à la 25e minute, donc ça va, on revient assez vite. Et comme pour Bordeaux, c'est à peu près le même scénario. C'est en revenant de la mi-temps, on a inscrit un but ultra rapide, 48e, volante sur ce match aussi, qui va permettre d'assommer du coup un peu l'adversaire. Même si là, clairement, a bien réagi derrière, a vraiment mis le pied sur le banc, essayé de nous faire mal. Nous, on s'est replié derrière, on a été solide derrière. À ce moment-là, on a pu voir Noble déjà commencer un peu à faire des arrêts et être assez important. Faire voir des choses qu'on n'avait pas vues depuis le début de la saison. Et du coup, sans contre-attaque, on aurait pu leur mettre plus de buts. Là, finalement, il a terminé assez tard, le troisième but à la 91e avec Diop. Mais du coup, voilà, ça fait plaisir quand même. Ce match, on finit sur une victoire 3-1. Ce qui nous permet d'enchaîner encore une deuxième victoire consécutive, la première fois depuis le début de la saison. Plutôt un bon match, j'ai trouvé. Même si, du coup, Clermont a tenu son match, a eu les occasions. Bon, il y a de quoi dire a priori sur une action assez litigieuse avec la VAR aussi sur la première mi-temps. J'ai pas vu la première mi-temps non plus sur ce match, je suis arrivé un peu après. Donc j'ai pas pu voir cette action, mais je sais que voilà, ça avait pas mal râlé sur ce point-ci. Mais ce match, je trouve qu'on l'a plutôt bien maîtrisé, qu'on a réussi à pas trop se fatiguer non plus en vue du match contre la Real en Coupe d'Europe juste après. Vraiment dommage ce petit jaune que prend Diop par contre, parce que ça suspend contre Lyon, c'est vraiment dommage que c'est pour du rouspétage, c'est un peu dommage vraiment, tu le sais, on t'a averti, on a vu au début de match en disant attention, tu as 2 cartons jaunes, t'en prends un troisième, tu vas être suspendu, et ça va en plus tomber sur un match très important pour nous, et du coup il prend un carton jaune pour râler quoi. Même si bon l'arbitre est peut-être un peu sévère là-dessus, t'as pas à les râler, c'est un peu dommage quand même.
Mais en tout cas, voilà, un bon match qui fait plaisir. On enchaîne, on remonte au classement, on commence enfin à retrouver un peu l'ASM aussi qui est assez saignant sur ses attaques. C'est-à-dire qui arrive à construire des attaques et du coup qui met les buts. Ce qu'on n'avait pas au début de la saison. On avait vraiment du mal à se créer des occasions et les peu qu'on se crée, on tirait toujours à côté, qu'on avait du mal à cadrer nos occasions, à être dangereux, quoi. Et je trouve que ça a commencé avec Saint-Etienne, clairement aussi. On a enfin mis nos actions au fond. On a enfin du coup retrouvé un peu la sérénité qu'on pouvait avoir la saison dernière, à arriver du coup à finaliser nos actions et à mettre des 2-3 buts par match, à être dangereux offensivement, de faire peur à l'adversaire, tout simplement. Reste plus que du coup à retrouver un peu la sérénité, mais dans l'autre sens, en défense, ça malheureusement c'est pas encore revenu tout à fait. Oui, je suis assez d'accord, Quentin, il n'y a jamais jaune sur cette raillerie, c'est vraiment très très sévère de lui mettre un jaune à ce moment-là, parce que bon voilà, non plus, il râle pas non plus tant que ça, il nous fait vraiment très mal ce jaune, parce que il sera pas là contre Lyon, comme je le disais, quoi. Bonjour monsieur Oya. Du coup, on enchaîne, déplacement à Real, comme je le disais tout à l'heure, on a choisi là aussi de faire une grosse rotation, surtout offensivement. Du coup, on se retrouve contre Bordeaux à avoir l'équipe type quasiment qui joue sur ce match aussi, qui prouve vraiment que Kovac a l'envie du coup de recoller au classement en Ligue 1, d'aller prendre tous les points possibles. Et du coup, ça nous posera la question du coup, qu'est-ce qui va se passer sur le mois d'octobre, surtout avec le match contre le PSV. On joue contre Bordeaux, une équipe, comme je le disais, comme les deux autres équipes d'auparavant, qui est vraiment dans le dur, qui a du mal en ce moment, qui défensivement a des gros problèmes, des absences aussi, parce que du coup, que ce soit Bass ou que Siani, les deux sont absents. Du coup, à nous d'en profiter sur ce match. On a un peu du mal, je trouve, sur la première mi-temps, à ce qu'il y ait des occasions. Bordeaux est assez dangereux aussi. Pembele est quand même pas loin de nous mettre ce but, avec son superbe crochet sur, je crois que c'est Badiachil qui se jette un peu trop vite. Heureusement pour nous, Noble sort quand même bien, se met vraiment bien lui. Quand même, le ballon arrive à lui passer dessous, juste à côté du bras. Maripane nous la sort. Et nous permet du coup de rester dans le match à ce moment-là. On a quelques occasions assez précieuses et Chouami nous met vraiment un superbe but qui nous permet de finir à la mi-temps avec un 0, ce qui est parfait. Et comme contre Clermont, c'est dès la reprise, on met ce deuxième but par Golovin. Magnifique action d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, Bordeaux n'existe absolument plus. À ce moment-là, je regardais les joueurs bordelais, c'était des piquets. Ils ne proposaient plus rien, ils étaient complètement abattus. C'est compréhensible, un joueur avec tout ce qui a pu se passer depuis le début de saison pour eux. Sur ce match-là, du coup, ils viennent d'encaisser ce deuxième but et ils n'arrivent pas. Leur coach ne les aide pas du tout, puisqu'il commence à faire plein de changements ultra offensifs. Il n'y a plus qu'un seul milieu de terrain sur le terrain. Il n'y a absolument aucun lien entre leur défense et leur attaque, donc c'est complètement normal qu'ils prennent l'eau. La deuxième mi-temps, elle est 100% pour nous. On maîtrise complètement le match. On a les occasions de mettre beaucoup plus que 3 buts finalement. Il n'y a pas 3-1, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, je me suis trompé, c'est 3-0 bien sûr. On peut leur mettre largement plus. Chouamini nous fait un match énormissime. J'avais un peu annoncé le matin sur mon avant-match en disant que j'avais mis Ben Yedder homme du match, comme plus de la moitié des personnes d'ailleurs. Parce que là, ça semblait un match pour lui, pour qu'il mette des buts, ça a été le cas d'ailleurs, qui nous a mis un but. Mais j'avais annoncé que Chouameni contre son ancienne équipe avait toujours fait des très 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 bons matchs. En tout cas, il a pas marqué cette fois-ci. Ouais, le deuxième niveau de Bordeaux, en deuxième mi-temps, c'est vraiment catastrophique. Mais ça reflète pas, à mon avis, le niveau de Bordeaux, d'une, parce qu'il y a beaucoup d'absence, mais surtout parce que là, ils ont lâché complètement le match. Clairement, ça se voyait. Ils proposaient vraiment plus rien. Je vois qu'un joueur avait le ballon, il n'y avait pas d'appel, les joueurs restaient, et du coup, ils étaient bloqués par nos joueurs qui bloquaient les lignes. Il n'y avait aucune solution. Ça balançait des grands ballons devant, c'est très facile. Alors, nous, on l'a connu aussi, cette situation. Voilà. C'est pas, je m'attends que Bordeaux se réveille un peu et remonte un peu au classement. Je pense pas qu'ils en soient non plus à jouer vraiment le fin fond du classement. Je trouve que Saint-Etienne a été beaucoup plus vilain, plus moche à voir jouer, beaucoup plus en difficulté que peut l'être Bordeaux. J'enlève Cazerie de Saint-Etienne, je trouve qu'il n'y a vraiment plus rien du tout dans cette équipe, quoi. Pour moi, Bordeaux reste quand même une équipe assez intéressante et je pense qu'on leur a fait surtout mal à la tête avec ce deuxième but très très rapidement. Et au final, nous revoilà du coup à la fin de ce mois-ci à remonter jusqu'à la 6ème place avec 14 points. Petit coup d'œil dans le rétro, à la 9ème journée la saison dernière, on avait 14 points aussi. Donc on est exactement sur la même lignée que la saison dernière. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça veut dire que on est parti pour aussi faire peut-être une très bonne saison comme la saison dernière. Mais que je rappelle, la saison dernière, il nous a manqué des points à la fin parce qu'on avait fait un mauvais début de saison.
et ben, on risque d'avoir exactement la même chose. L'avantage, c'est qu'on regarde le classement, il n'y a pas grand monde non plus parmi les grosses équipes qui est loin de nous. Marseille, égalité de points avec nous, avec un match en retard, certes. Nice a 2 points d'avance. Eux, par contre, s'ils regagnent, puis bon, il avait quasiment gagné le match contre Marseille, ils pourraient prendre un peu plus d'avance, serait un peu plus problématique. Lyon a vraiment du mal sur ce début de saison. Il y a du bon et du moins bon, ça dépend des matchs. Ils sont vraiment à deux vitesses. Et heureusement pour nous, du coup, ils sont derrière à un point. Vous voyez, c'est vraiment toutes les grosses équipes sont collées. Lille fait exactement la même chose que nous, début de saison catastrophique, et commence enfin à se mettre dans le rythme et à retrouver du coup des bons résultats. Du coup, 14 points aussi. Voilà, comme je disais, on est vraiment tous dans le même panier. Je parle pas du PSG qui a étrangement perdu contre Rennes. J'ai rien à dire pour les Rennais, ils font un très bon match d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir le PSG perdre à ce moment-là. Je m'y attendais pas forcément. Du coup, avec 24 points, donc vraiment très très loin déjà à partir de la 9e journée. Il y a quand même peu d'espoir d'aller chercher quelque chose de ce côté-ci. Donc au final, non, je sais pas ce que vous en pensez en tout cas dans le chat, mais je trouve que voilà, au niveau de la Ligue 1, on a enfin repris, on reprend du plaisir aussi à voir les matchs, parce que sur le mois d'août c'était vraiment compliqué. On commence défensivement à être quand même mieux, à laisser moins d'occasions à l'adversaire, faire moins d'erreurs aussi qui pourraient nous coûter des buts. Je trouve que Noble sur les derniers matchs aussi est un peu plus intéressant. Bon, certes, contre Bordeaux, il fait son clean sheet, mais il n'a pas grand chose à faire. Mais on en parlait tout à l'heure en Coupe d'Europe, c'est déjà beaucoup mieux. Surtout à la Real. Contre Clermont aussi, il est assez précieux qu'on gagne 2-1 pour arriver à tenir ce score. Voilà, que je trouve qu'on a bien relancé notre saison. Maintenant, il va falloir voir la suite, forcément, parce que ça. C'est pas un calendrier très très compliqué non plus sur ce mois d'octobre, mais ça commence toujours par ce match à Lyon qui lui risque d'être compliqué. On a eu un calendrier très favorable, c'est sûr. Quand on y pense, on a certes joué Nice et Marseille, mais bon, c'est le seul gros qu'on a joué pour l'instant. Il va falloir jouer les Rennes, les Lyon, le PSG, Lille. Donc il reste vraiment des gros matchs à faire sur la deuxième partie, surtout vraiment sur la fin, quoi. C'est sur novembre-décembre qu'on a ces gros matchs-là, parce qu'il n'y a que Lyon qui arrive finalement sur le calendrier très très prochain. Donc voilà, je trouve offensivement, on a enfin repris le dessus, on a mis déjà plus de buts qu'on en a encaissé, ça fait un moment que c'était pas arrivé, là il a fallu attendre les dernières journées pour que ça repasse un peu en positif, ça fait plaisir. Après, sur les premiers matchs du mois d'août, c'est l'équipe B un peu qui joue, parce qu'on fait l'avantage à la Ligue des Champions, donc du coup on fait jouer plutôt les remplaçants, on fait beaucoup de rotation sur la Ligue 1, on perd des points. Deuxième partie qu'on joue là sur ce mois de septembre, c'est les titulaires qui jouent en Ligue 1 parce qu'on tourne sur l'Europa League, du coup on va chercher les résultats et les points sur la Ligue 1. Comme quoi, on a un 11 type qui est fort et qui peut aller chercher des résultats, mais dès qu'on commence à faire un peu trop tourner, parce que c'est rare qu'on va vraiment tourner que sur un ou deux postes, c'est beaucoup plus large d'habitude, les résultats, et surtout le jeu qu'on propose, c'est un peu plus compliqué. Tiens, voilà ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 1 en tout cas. Pouvoir parler du coup un peu plus de l'Europa League maintenant. Cette fois-ci, je n'ai pas dû me tromper dans le résultat. Je pense bien que c'était une victoire 1-0 contre Graz et 1-1 à la Real. Que dire sur cette Europa League? C'est déjà pourquoi on fait jouer les remplaçants. Ça me paraît complètement aberrant. Pour moi, une Coupe d'Europe, ça se joue à fond. J'ai critiqué je ne sais pas combien de fois les autres clubs français qui jouent cette compétition et alignent des joueurs qui sont absolument pas présents habituellement en Ligue 1. Je me suis dit que vraiment Monaco, en plus en ayant une poule quand même très compliquée, allait devoir faire jouer vraiment ses meilleurs joueurs et tenter vraiment toutes ses chances. Et voilà, c'est assez frustrant de voir qu'on fait énormément tourner sur ces deux matchs-là. Après, derrière, on a 4 points, on est premier du groupe. Et c'est vrai que c'est un peu dur de critiquer Kovac. Derrière, ça lui a permis d'aller reprendre le retard qu'il avait en Ligue 1. Donc c'est sûr que c'est favorable. La compo incroyable face à la Sociedad, oui. Mais la compo contre Graz, personne ne l'a vu venir. Genre, moi qui organise les pronos SM et je vous demande vos 11. Depuis le début de la saison, c'est la pire moyenne de points gagnés sur le 11, tellement qu'il y a eu des joueurs improbables qui ont été mis sur le terrain. On s'attendait tous à avoir un quasi 11 titulaire. Et pourtant, c'était absolument pas le cas. Il y a énormément de turnover sur ce match-ci. Et contre la Real, oui, il y en a eu aussi, c'est clair, quoi. Mais c'était assez surprenant contre Graz.
Du coup, on peut parler de Graz. J'avais dit quand il y a eu le tirage au sort que j'aurais bien aimé retomber contre le Sparta, parce que je les avais vraiment trouvés faibles sur la double confrontation qu'on avait pu avoir contre eux. Bon, pas de chance, c'est pas nous qui les avons eus, c'est l'OL qui les a eus, et je pense qu'ils vont se faire plaisir contre eux, hein, clairement. Euh, mais alors, Graz, waouh! Franchement, sur ce match-ci qu'on a joué contre eux, il y a vraiment absolument rien. On leur enlève leur transversal, il y a eu zéro occasion. À aucun moment donné, ils sont dangereux. C'est vraiment, ils ont joué un peu la défense nantaise à mettre le bus derrière et à éviter de prendre le maximum de buts contre nous. Ils ont absolument rien proposé. Vraiment, je l'ai trouvé cette équipe très faible. D'ailleurs, je l'avais dit sur l'avant-match de la Real, il va falloir pas faire un mauvais résultat parce que du coup, le PSV, ils vont aller se faire plaisir et aller mettre des buts à Graz. Pas manquer, hein, ils en ont mis 4 là-bas, sachant qu'ils ont joué avec un joueur de moins, parce qu'ils ont pris un carton rouge. Donc, attention, quand même, je sais plus ce qui compte, si c'est le goal average particulier ou le goal average total. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui le savent. En cas d'égalité de points sur la fin de la phase de poule, et ça pourrait arriver quand même, parce que la poule est quand même assez compliquée. D'avoir mis que un but et à domicile contre cette équipe, c'est vraiment dommage quand même. D'ailleurs, on commence vraiment avec un 11 assez particulier. Du coup, que je retrouve un peu. Non, j'ai pas noté les joueurs qui avaient commencé ce match, dommage. Ça, je dit bien qu'on doit se respecter les équipes adversaires, le niveau est très faible. Ouais, le niveau est vraiment très faible. Oui, bien sûr, je dis pas non plus qu'on les a pas respectés, on a fait quand même des jouer, on n'a pas fait non plus jouer nos jeunes du centre de formation non plus, hein, ce qu'on peut, hein, parce que du coup dans la liste B il y en a quelques-uns, hein. On a quand même fait jouer une équipe assez compétitive, mais bon, qui suffisait absolument pas à gagner le match, hein. Quand on regarde bien à la mi-temps, Kovac est obligé de faire des changements, 3 changements, pour essayer d'amener un peu de sang neuf et avoir des joueurs d'un autre niveau, parce qu'on a quand même Golovin et Enrique qui rentrent, Fabregas, qui aurait peut-être pu lui plus commencer le match, du coup on va pas le mettre dans les titulaires non plus, mais il est obligé de faire de la rotation, de faire tourner pour essayer d'apporter quelque chose, parce qu'on sent très bien arriver le pauvre 0-0 contre une équipe, parce que on n'est pas beau non plus, hein, sur ce match-là, hein. Faut pas se cacher, hein. On joue, quand on voit le match qu'on a fait contre le Shakhtar sur le match juste d'avant en Coupe d'Europe, et qu'on voit le match qu'on fait contre Graz, normalement on doit aller manger 5-0, hein, si on joue le même style de jeu que contre le Shakhtar. Bon, après c'est pas les mêmes joueurs, c'est sûr, et c'est pas la même équipe en face. Le Shakhtar, ils ont pas non plus mis un bus derrière, il y avait beaucoup plus d'espace, c'est sûr. Salut, de quoi tu parles, tu dis l'essai c'est particulier, c'est par rapport au goal average particulier ou global? Du coup, on finit le match quand même avec 15 tirs à 3, hein. Autant dire que, voilà, que l'équipe en face n'existe pas. On repart quand même avec les 3 points, heureusement, parce que ça aurait été vraiment pénible. Ah oui, mais le triplé de Marco Simone sur le match de Coupe d'Europe en UEFA. Ouais, comme quoi, vachement, ça fait 2 fois finalement, ils sont pas non plus d'un très haut niveau, même si, je rappelle qu'ils ont quand même fini premier de la phase de poule cette année-là en Ligue des Champions, devant nous, devant Glasgow. C'est eux qui y sont allés en huitième de finale et pas nous du tout, malgré leur avoir collé un 5-0 à domicile, hein. Et du coup, encore plus surprenant, le match contre la Real, on se déplace là-bas. Je comprends tout à fait le principe de jouer vraiment défensif contre eux, d'essayer de se rassurer aussi défensivement, d'aller chercher ce point du match nul, mais c'est vrai qu'offensivement de faire autant tourner, là j'ai vraiment été très très surpris de voir du coup un Ben Yedder qui était encore sur le banc. Je rappelle que du coup Ben Yedder a joué 30 minutes en Europa League cette année, qu'on pense que du coup ses statistiques en Coupe d'Europe c'est 24 buts en 34 matchs, ça reste quand même un joueur très très précieux, c'est un des rares qui a de l'expérience dans cette compétition, qui est un attaquant formidable, qui en plus arrive enfin à retrouver son style de jeu et son efficacité, hein, parce que du coup là il fait vraiment un très très bon mois, quoi. De s'en priver sur ce match là, j'ai trouvé ça quand même assez dur. Je veux bien, hein, c'était joué plutôt en rapidité, avec du Boadou, avec Diop, avec Diatta pour se protéger, voilà. Mais j'ai trouvé ça quand même assez dur d'avoir une telle rotation avec ces 3 joueurs là, plus Matazo qui est là à la place de Fofana. On a vraiment l'impression contre la Sociedad qu'on a fait tourner plus qu'on aurait dû, qu'il n'y avait pas que un choix tactique de jouer assez défensif et de jouer en contre-attaque, il y avait aussi un choix de faire reposer des joueurs pour qu'ils soient prêts pour le match contre Bordeaux.
Bah, sur ce match de la Sociedad, si on met pas ce but un peu chanceux sur corner, je sais pas comment marquer un but, hein, parce que derrière, c'est vraiment très très compliqué, on a quasiment aucune occasion, et eux, ils ont poussé, hein, par contre. Hein, ils nous mettent ce but aussi sur corner, magnifique d'ailleurs. Les deux sont beaux, hein, mais eux, vraiment, la tête est magnifique, et surtout le corner, vraiment avec un superbe effet pour redescendre sur la tête du joueur. Là, pour moi, Notbull fait un bon match. Il n'a pas eu non plus énormément d'arrêts à faire, mais le peu qu'il a eu, il les a bien fait. Il nous permet de garder ce score, d'aller chercher un point qui est ultra précieux, parce que du coup, il est à l'extérieur. Et il nous permet de rester du coup au contact avec le PSV qui avait fait match nul contre la Real. Les deux s'étaient annulés, c'était aussi parfait. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment le score qu'on rêvait d'avoir, c'est que les deux s'annulent et qu'au lieu qu'il y ait 3 points distribués à nos adversaires, il n'y en a que 2. Donc on a vraiment le bon résultat qui nous permet d'être juste avant d'aller nous déplacer au PSV, toujours au contact avec cette équipe. On a mis un peu d'avance sur la Real, mais surtout du coup on a pris le point qu'il nous fallait pour, à mon avis, dire au revoir à Graz, parce que je les vois vraiment mal aller chercher des points contre le PSV ou contre la Real. Ça me paraît assez compliqué, donc même si vraiment on commençait vraiment à dérailler complètement, à aller perdre nos matchs contre le PSV et la Real, et enchaîner avec une défaite à Graz, on serait quand même, à mon avis, assuré d'un avenir européen au printemps, avec déjà rien que ces 4 points qu'on a déjà. Pour moi, on va sortir de cette poule. Je vois pas comment on sortirait pas. Je pense qu'on a 4 points de plus d'avance sur Graz. Je les vois mal aller chercher 4 points, même en gagnant contre nous. Je vois mal qu'ils gagnent un point. Après, on sait jamais, hein, il y a des choses qui peuvent tourner et tout d'ici cet hiver. Mais en tout cas, voilà, on jouera au pire la conférence League. Après, c'est vrai que si maintenant on enchaîne 4 défaites en Europa League et qu'on perd en plus contre Graz, est-ce que vraiment on a le niveau d'aller jouer en Coupe d'Europe, en 16e de finale au printemps? Je suis pas sûr. Après, qui sort? Franchement, ça va être très compliqué. Je pense qu'on a la capacité, si on arrive à aller chercher un résultat à Eindhoven, je pense que derrière on peut aller chercher la première place. Ça va passer vraiment par si on perd à Eindhoven, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Mais pour moi, la Real reste une équipe plus forte que Eindhoven. Donc pour moi, ça devrait faire Monaco, Real, Eindhoven. À voir après du coup ce qu'on va pouvoir donner là-bas. Parce que on peut difficilement deviner, parce qu'on ne sait pas qui va être aligné non plus. Est-ce que du coup Kovac va pas préférer le match contre Montpellier et faire jouer les titulaires? Ça va être la grosse question, quoi. En tout cas, voilà, on a fait tourner, on a pu, du coup, aller récupérer des points en Ligue 1 en faisant jouer nos titulaires, et on a quand même, du coup, fait de très bons résultats. Hein. Bon, on a une victoire à domicile, même si le score, on aurait aimé qu'il y ait quand même un peu plus de buts pour avoir un peu du goal average. Le match nul à la Real, c'est un très très bon point obtenu. La Real, certes, qui était deuxième à ce moment-là du championnat, mais je l'avais dit aussi dans mon avant-match, attention, si on regarde bien les matchs qu'ils ont fait, ils ont gagné que contre les équipes qui sont au fin fond du classement. Dès qu'ils ont rencontré des grosses équipes, le Barça, ils ont perdu. Contre Séville, ils ont fait match nul à domicile. Contre le PSV, ils ont fait match nul à l'extérieur. Ce week-end, ils ont encore perdu contre Retafe, qui est 20e de la Liga. Donc voilà, c'est une très bonne équipe qui va finir dans le haut du classement, c'est sûr. On a bien vu contre nous, quand même, ça joue très très bien. Ils avaient des absences, hein, et pas qu'un peu. Mais voilà, c'était pas non plus une équipe qui était ultra forte, qui était à un niveau d'un deuxième de Liga. C'est un niveau un peu plus inférieur. Et du coup, aller chercher un point chez eux, c'est aussi très très bien, c'est sûr. Coucou Camille. Je pense qu'il peut faire tourner contre le PSV. Mais déjà, il a l'avantage que du coup, il y aura pas mal d'absents contre Lyon. Donc du coup, ces joueurs-là vont se retrouver titulaires au PSV. Forcément, Tchouaméni, Diop, Maripane qui seront pas là. C'est déjà des joueurs qui seront titulaires contre le PSV. Donc ça pourra faire un peu moins de... Allez, l'OL, non, mais quand même. Donc voilà. Au final, voilà, on est quand même bien placé pour l'instant. On a fait ce qu'il fallait. À nous d'aller chercher au moins le point du match nul au PSV pour, pareil, pour annuler un petit peu, au pire, Golovin blessé. C'est-à-dire s'est blessé encore en sélection. J'ai vu qu'il n'avait pas joué le premier match déjà. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, pour annuler, du coup, pour que le PSG reste à 5 avec nous, en cas de victoire, du coup, il y aurait 5 points puis à la Real, tout le monde serait à égalité, à 5 points dans cette poule, mais du coup, on aurait l'avantage. On
on aurait du coup cet avantage du coup de recevoir les deux grosses équipes derrière et donc de pouvoir plus facilement prendre d'avoir notre destin en main finalement, tout simplement d'avoir les matchs retour chez nous. Ah oui, contre Bordeaux, oui, oui. Ah oui. Bon après, ça avait pas l'air d'être sur le terrain, ça avait pas l'air d'être vraiment très important. Il a été appelé derrière en sélection, même s'il n'a pas joué, il me semble. Donc non, je pense que c'est pas si important que ça. En tout cas, ça m'a pas semblé sur le match. Après, j'avais du monde à la maison, donc je regardais vraiment d'un œil le match, donc j'ai pas forcément bien suivi. Euh, voilà. On va pouvoir évoquer du coup les tops et les flops, maintenant qu'on a parlé du coup des 7 matchs qu'il y a pu y avoir sur ce mois-ci. Alors je vous ai ressorti du coup les tops et les flops par rapport aux notes médias. Donc je rappelle, pour ceux qui connaissent pas les notes médias, je récupère pour tous les matchs de Monaco les notes de l'équipe, de Nice Matin, de SofaScore et de WhoScoreRead. Donc les deux premiers, c'est des médias, des journaux qui notent de 1 à 10 la prestation des joueurs. Les deux autres, c'est des sites de statistiques qui notent automatiquement les joueurs, donc en fonction du coup de ce qu'ils ont pu faire sur le terrain. C'est pareil, ça note de 1 à 10 théoriquement, mais du coup c'est vrai que la moyenne est un peu plus haute, c'est pour ça que les notes sont un peu plus hautes. Et bien sûr, après chaque match, je vous demande de noter vous sur Twitter les joueurs de 1 à 10, et du coup je récupère cette note pour faire une moyenne. Et du coup je prends la moyenne de ces 5 notes de chaque média, si on veut, en pondérant du coup à 20% l'équipe et Nice Matin, à 10 seulement les sites de statistiques, 40% Twitter, parce que c'est les supporters qui votent et ça pour moi compte un peu plus. Et du coup ça donne une note moyenne pour chaque match, chaque joueur qui a joué au moins 20 minutes dans un match. Et du coup si on fait la moyenne des 7 matchs qui ont été joués sur ce mois-ci, donc voilà les 3 meilleurs joueurs, Ben Yedder, Tchouaméni et Golovin, et les 3 moins bons, qui sont Noble, Voland et Gelson Martins. Alors déjà pour parler des tops, beaucoup en tout cas si Tchouaméni en top de ce mois-ci, je suis assez d'accord que Tchouaméni fait vraiment partie pour moi des tops. Déjà clairement on doit le mettre dans le top 3 de ce mois-ci, là-dessus il n'y a pas photo. Après j'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus de mal sur ce mois-ci. Je trouve que les premiers matchs ça a été compliqué. Il fait toujours des bons matchs, il fait toujours une belle prestation. C'est rare qu'on dise qu'il a fait un mauvais match, en tout cas ça n'a pas été le cas cette saison. Mais comparé à ses premiers matchs sur le mois d'août, du retour de sélection, j'ai trouvé que c'était dur. Et je pense que c'est cet enchaînement. Il a jamais joué des saisons où il jouait tous les 3-4 jours. En plus, il enchaîne derrière avec les sélections. Même si avec Bordeaux, il a fait un peu de Coupe d'Europe et qu'il était dans les jeunes. Il n'était pas titulaire, il jouait pas 90 minutes. Là, il enchaîne tous les matchs et tout. Et je pense qu'à un moment donné, il y a de la fatigue, qu'il a du mal du coup aussi à gérer ça et à être assez performant à peu près pareil sur tous les matchs. Il y a un peu plus des hauts, un peu plus des bas. Après, clairement, derrière, comme je disais, il n'a pas fait de mauvais match non plus. Mais c'est pour ça que je le mettrais pas forcément comme le meilleur joueur de ce mois-ci. Je suis assez d'accord avec les notes des médias, du coup, qui placent Ben Yedder un cran au-dessus. Parce que tout simplement, là, c'est notre buteur, c'est notre capitaine, on l'a retrouvé sur ce mois-ci. Mine de rien, c'est 5 buts, une passe décisive sur les matchs qu'il a pu jouer. Et du coup, les 2 matchs de Coupe d'Europe, il les a quasiment pas joués, je disais une demi-heure seulement. 3 pénaltys, je suis assez d'accord, mais bon, ça reste Ben Yedder, on le sait, que c'est Monsieur Penalty aussi. Mais en tout cas, je l'ai trouvé beaucoup mieux que sur le début de la saison, où c'était un peu compliqué. Il s'était déjà relancé avec le Shakhtar en mettant ce doublé. Je trouve qu'il enchaîne bien, mine de rien. Voilà, notre capitaine, il a très très bien lancé sa saison pour l'instant. Au niveau des statistiques, ça reste quand même parmi les meilleurs attaquants de notre championnat. Il déçoit pas, et heureusement, parce que j'ai envie de dire, les autres attaquants, c'est pas forcément ça. J'ai un peu plus de mal du coup avec la saison de Voland, de Boadou aussi derrière. Donc heureusement du coup que Ben Yedder est là et qu'il enchaîne. En tout cas, je trouve que sur ce mois-ci, je regarde ses notes. Il y a vraiment très très peu de mauvaises notes. Il n'y a que le match contre Marseille finalement où il fait vraiment un mauvais match, on ne le voit pas, il est complètement transparent. Bon, comme toute l'équipe, on a envie de dire. Sur le reste des matchs, c'est plutôt vraiment très très bon. Tchouaméni, j'en ai parlé, et puis Golovin. Golovin, c'est dommage qu'il n'y a pas cette régularité. Il nous fait vraiment des très très bons matchs, que ce soit en tant que buteur, en tant que passeur. Il a une très bonne vision du jeu. Malheureusement, il va y avoir des matchs où ça va être très très bien, et le match d'après, non, pas du tout, complètement à côté de la plaque. Il est un peu Casper, on le voit pas sur le terrain, on n'arrive pas à le trouver. Et malheureusement pour nous, Diop, c'est à peu près pareil. C'est un très très bon joueur qui est vraiment
qui arrive même à être au-dessus de Golovin par moment, qui va nous faire des super matchs, et puis le match d'après va complètement disparaître aussi. Et c'est même pas lié au fait qu'il soit titulaire ou remplaçant, parce que c'était le cas pour Golovin l'année dernière, où c'est quand il rentrait en jeu, du coup, qu'il donnait tout, et du coup, il était plus performant que quand il était titulaire, où il se retenait, et du coup, il était moins performant. Cette année, il n'y a même pas forcément de sens à ça. Et heureusement pour nous, ça alterne. Des fois c'est Golovin, des fois c'est Diop. Heureusement pour nous, du coup ça nous permet toujours d'avoir un joueur qui est un peu au top sur un match. Voilà, ça demande vraiment un peu de régularité pour ces deux joueurs. Sinon on aura vraiment deux super milieux ailiers attaquants. C'est vrai que c'est un peu bizarre la position qu'ils peuvent jouer cette saison. En tout cas voilà, pour moi aussi très bon mois de la part de Golovin. J'espère que du coup sa blessure sera pas trop grave, ce qui nous fait quand même un très très bon début de saison aussi. Dans la lignée en fait de ce qui a été sur l'année 2020. Il faut ressortir ses stats, je les avais sortis sur le mois d'août parce qu'il était déjà un peu performant sur son année 2020. Il n'a pas énormément de temps de jeu, parce que finalement il est souvent remplacé, blessé. Et sur le peu qu'il joue, c'est beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives, que ce soit avec nous, même avec la Russie. Quand même, il a fait pas mal de perfs. Donc c'est une très bonne année pour lui et ça fait plaisir. Autre joueur qui n'est pas là, mais qui, parce que j'ai fait le choix de prendre 5 notes minimum sur les 7 matchs pour être dans ce classement. Ce 4, ça faisait quasiment un match sur 2. Du coup, on n'a pas Matazo, sinon il était deuxième quand même, avec juste un peu devant Tchouaméni. Matazo, c'est 100% de victoire ce mois-ci, parce que du coup, sur les 4 matchs qu'il joue, c'est 4 victoires. Vraiment, il fait plaisir à voir. Je l'avais dit qu'on avait recruté Jean Lucas, pour moi, que Jean Lucas c'était 4ème dans la hiérarchie, parce que pour moi, Matazo avait clairement un bon niveau, et qu'il me semblait plus prometteur que Jean Lucas. Qu'il avait même les moyens d'aller chercher un peu plus Fofana, je trouve que ça s'est vu sur ce mois-ci. Matazo nous a vraiment fait un très très bon mois. Chaque fois qu'il a joué en tant que titulaire, même quand il est rentré à la place de Fofana contre Clermont, il a vraiment fait voir de très très belles choses. Vraiment un très bon profil. Il s'éclate avec la sélection belge aussi, dans les jeunes. J'espère en tout cas, vu que le sélectionneur belge a dit que ils allaient un peu changer, du coup qu'il allait y avoir une nouvelle génération qui allait pousser un peu au niveau de la Belgique. Et que, pas tout de suite, ça reste un joueur qui a quand même pas non plus énormément de temps de jeu avec l'AS Monaco pour l'instant, pour prétendre à la sélection belge, c'est quand même un très haut niveau. Mais voilà, que ça fasse partie des futurs espoirs, qu'il puisse continuer à progresser comme ça à l'AS Monaco. Ça fait toujours plaisir de voir un jeune du centre de formation qui enchaîne des belles performances comme ça pour nous. Et surtout, ça nous permet d'avoir une solution à Tchouaméni Fofana, d'avoir un joueur qui est quasiment du même niveau. Je trouve que quand Lucas joue à ce poste-là aussi, il est très très bon. Malheureusement, Kovac le fait jouer comme ailier ou comme 10 des fois. C'est un peu plus particulier. Mais je trouve on se plaignait de ça la saison dernière, du coup, qu'on n'avait pas forcément de remplaçant à Tchouaméni Fofana, que c'était un peu compliqué dès qu'il en manquait un. Je trouve que cette année, en milieu de terrain, on est quand même plutôt bien garni et que les joueurs qui sont là nous font plaisir. Je suis assez d'accord, oui, que Sidibé nous fait un très bon début de saison, que quand il joue, ça se sent. Quand il joue pas, ça se sent aussi qu'il n'est pas là. J'aime beaucoup le nouveau poste qu'il a comme 3ème défenseur central. Je trouve que quand il est là, justement, ça sent qu'on est beaucoup plus solide derrière. Quand lui et Maripane sont là, c'est vraiment mieux. J'ai beaucoup plus confiance en cette défense-là à 3, bien sûr, parce qu'il manque forcément. Ces deux-là ne pourraient pas jouer défenseurs centraux tous les deux. Il faut forcément un Badiachil ou il y aura un Pavlovic à côté. Mais je trouve qu'on est beaucoup plus serein. Donc voilà, c'est un peu dommage que Sidibé a tendance à se blesser, surtout juste avant les sélections de l'équipe de France. C'est un peu dommage pour lui, parce que je pense qu'il pourrait pousser à aller chercher une place, et il y a de quoi faire sur ce poste-là, surtout. Mais après, sur ce mois-ci, il n'est pas dans les tops, parce qu'il a joué que 4 matchs aussi. Bon, sinon, il est un peu loin, il a 5,54 sur ce mois-ci. Il n'y a pas eu non plus des matchs aussi performants que sur le mois d'août, où il a vraiment été énorme. Mais oui, c'est vrai que c'était un peu la tête de mule de beaucoup de monde les saisons un peu précédentes. Mais c'est vrai qu'il revient fort, je trouve. Depuis qu'il a été un peu repositionné, il est très très précieux. Donc voilà, après s'il y a d'autres joueurs que vous voulez parler, n'hésitez pas. Parmi les joueurs qui ne sont pas affichés, après, on va pouvoir parler un peu des flops. J'avoue que quand j'ai fait les notations, j'étais surpris de voir un Voland avec des si mauvaises notes, du coup, sur ce mois-ci. Il y a quand même 2 buts et une passe décisive pour lui sur ce mois-ci. Et pourtant, il y a très très mauvaise perf pour lui, très peu de matchs quand même où il est vraiment sorti du lot. Je sais qu'il y a des 3,5, des 4,5, pas mal de notes en dessous de 5, surtout sur le début, là où forcément on va pas chercher les résultats. C'est lui aussi qui est sur le match contre Graz, il est titulaire, c'est un des rares qui est titulaire sur ce match et qui ne fait absolument rien, et qui propose pas, et qui apporte pas de solution.
Euh, En tout cas, je trouve que sur cette fin de mois, sur les derniers matchs, il est beaucoup plus précis. On le retrouve un peu plus. On retrouve un peu plus son duo avec Ben Yedder. Euh, voilà, j'étais un peu surpris de le voir parmi les trois moins bons. Je pense que, je sais pas votre avis, quoi. Si vous vraiment vous avez trouvé qu'il faisait partie vraiment des moins bons joueurs de l'effectif à l'heure actuelle. Bon, clairement, je fais pas partie des meilleurs, hein, je dis pas ça, mais c'est un peu surprenant de le voir aussi bas. Euh, en tout cas, je trouve que contrairement à Boadou, qui a vraiment du mal sur ce début de saison, que Voland est en train de reprendre enfin le dessus, et tant mieux. Si on va avoir besoin de Yederland qui soit en forme et que du coup qui est ce rapport, cette liaison entre les deux joueurs qui permettent du coup d'être aussi dangereux offensivement. Gelson Martins, compliqué aussi. C'est dommage qu'il nous fait vraiment un très bon mois d'août. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi bon. C'était souvent la menace la plus dangereuse quoi, sur son côté, très percutant, on piquait souvent en centre, il provoquait. Sur ce mois-ci, c'est compliqué, à l'image de contre Bordeaux, où il nous fait un tête baissée qui voit absolument pas Diop sur la magnifique talonnade de Ben Yedder, qui regarde absolument pas et il veut juste aller mettre son but, quoi. Il lève pas la tête, il regarde vraiment que le sol, il repique complètement dans le sens inverse de la cage pour après essayer de frapper sur une position qui est très très compliquée. Je trouve ça vraiment dommage. Sur Fofana, ah oui, clairement. Alors Fofana, je suis assez d'accord du coup avec ce qui a été dit par Alex et Tarek, pour ceux qui ont vu leur vidéo sur YouTube, hein, sur la chaîne YouTube de Alex, ils ont parlé euh, que voilà, contre clairement, s'il sort, c'est parce que du coup il respecte pas les consignes du coach, parce qu'il joue beaucoup trop offensif, qu'il ne joue pas son rôle de milieu de terrain qui est beaucoup plus bas, hein, parce que c'est Tchouaméni normalement qui est en partie haute et qui joue l'offensif, et que c'est Fofana qui est censé couvrir et jouer plus bas. Il se projetait beaucoup trop sur le match, même s'il faisait un bon match, bah, du coup il est sorti, il est un peu pénalisé par rapport à ça. Et d'ailleurs ça se voit, c'est que sur le match contre la Real, bah, du coup il est positionné en 10 carrément. C'est assez surprenant sur cette position-là. On pouvait s'attendre que ce soit Jean-Lucas qui joue 10, mais non, c'était bien Fofana qui jouait du coup un cran plus haut. Euh, voilà, hormis ce but accro, je trouve qu'il fait comme un bon mois. Comme on l'a toujours dit, c'est un joueur de l'ombre. On le voit beaucoup moins que les autres milieux de terrain, surtout que Tchouaméni qui brille beaucoup plus, parce qu'il est beaucoup plus dans la récupération, dans le placement pour protéger. Il est très précieux. Après, c'est vrai que Matazo en ce moment est en train un peu de toquer à la porte et de faire voir vraiment de très très belles choses. Mais pour moi, voilà, ça reste vraiment un titulaire indiscutable. Je trouve que Tchouaméni Fofana, ça marche vraiment très très bien au milieu de terrain. Et que même si, bah voilà, après, il y a pu y avoir des choses avec le coach à ce moment-là, je pense vraiment clairement qu'il n'y a pas forcément d'incidence par rapport au joueur qui a vraiment eu un problème tactique et qui sentait que Clermont est en train de nous faire du mal et qu'il fallait absolument pas se livrer trop parce qu'on allait se prendre des contre-attaques. Ils ont des attaquants très très rapides, surtout Clermont, et qu'ils auraient pu nous faire du mal comme ça. Et c'est pour ça, du coup, à mon avis, il a dû être rappelé plusieurs fois à l'ordre avant que du coup ils choisissent de faire entrer Matazo, malgré le fait qu'on a égalisé juste avant. Hein. Et sinon, bah ouais, il reste Noble. Noble qui était complètement catastrophique sur le mois d'août, là, clairement, on peut le dire. C'était vraiment le plus mauvais de l'effectif. On pouvait se poser des questions sur son recrutement. Il nous a pas forcément donné plus raison sur la suite des matchs, que ce soit contre Nice, contre Marseille, contre Graz non plus, contre Saint-Etienne non plus. Faut vraiment attendre les derniers matchs où enfin il a pu enchaîner quelques arrêts, nous rassurer, nous faire gagner des points. Parce que pour moi, contre la Real, il nous permet de garder ce match nul. Euh, contre Clermont, il nous permet de garder ce 2-1 aussi, de ne pas se faire égaliser avant qu'on mette le troisième but très très tard dans le match. Donc pour moi, il est vraiment précieux sur les derniers matchs. Il est très intéressant. Il commence à plonger. Ce que j'avais dit moi sur les matchs d'avant, c'est que mais pourquoi il ne plonge pas? Il est toujours sur ses appuis, on ne le voit jamais plonger. Il a commencé à faire des arrêts plongeants. Il fait des arrêts réflexes, mais bon, ça c'est un peu sa spécialité. Après, bon, c'est pas non plus pour l'instant la science touriste. Hein. Je rappelle qu'il a encaissé 7 buts, je crois. Attendez que je reprenne les statistiques que j'ai notées sur lui. 7 buts et 12 arrêts en 7 matchs. Bon, voilà, c'est quand même pas énorme. Pour l'instant, son record, c'est toujours 3 arrêts dans un match. C'est pas non plus énorme. Qu'on voit des Costil et tout qui passent les 8-9 arrêts par match sur le début de la saison. Après, certes, il joue à l'AS Monaco qui laisse très très peu d'opportunités à l'adversaire. Je rappelle qu'on laisse que 8 frappes en moyenne par match à l'adversaire. Là-dessus, il n'y en a même pas la moitié qui sont cadrés, donc ça fait quand même très peu d'actions pour lui, hein, pour se mettre en avant.
Il y a du mieux, j'espère que ça va continuer, on va avoir besoin de lui, surtout contre Lyon où il y a des attaquants d'un autre niveau quand même en face. J'espère du coup qu'il va réussir à montrer un peu le niveau qui était censé être le sien, hein, parce que je pense pas non plus que le Bayern soit trompé en le recrutant, que derrière nos dirigeants non plus soient trompés en le recrutant. Il a quand même montré, il y a certes maintenant 2 saisons, 3 saisons même, qu'il avait un très très bon niveau et un très très bon jeu. Il n'y a pas de raison qu'il ne le retrouve pas à un moment donné. Euh, c'est bien qu'il puisse enchaîner du coup des matchs où il fait un peu gagner des points, où il fait des clean sheets, même s'il a très peu de choses à faire. Je pense qu'au niveau du moral, ça remonte. Le problème de communication, je l'entends tout à fait, hein, mais c'est aussi du fait qu'il vient juste d'arriver, qu'il y a peut-être aussi un peu la barrière de la langue, que malheureusement pour lui, la défense, c'est jamais la même 2 matchs de suite. Hein. On fait tourner énormément notre défense, c'est jamais les mêmes qui sont en place. Donc je pense que c'est normal qu'il y ait un petit problème de communication sur comment lui il le sent, comment il veut être protégé, comment il veut sortir sur les ballons, sur les différents corners et choses. Voilà, je pense qu'il va falloir laisser un peu de temps. De toute façon, c'est dur de tirer des conclusions trop rapidement sur lui. Je sais que je suis le premier à le clasher sur Twitter dès qu'il fait des conneries, à faire des blagues sur lui. Euh, mais clairement, on va pas dire que c'est un mauvais recrutement ou avant, au moins d'avoir passé l'hiver avec lui, d'avoir au moins une moitié de saison où on a pu voir ce que ça donnait. Mais à un moment donné, il va falloir quand même enchaîner plus de clean sheets, plus de matchs où il fait des arrêts qui sont décisifs plutôt, pour justifier le fait qu'on allait chercher ce gardien et qu'on ait mis de côté Lecomte, qui était certes très critiquable, mais qui avait quand même montré un peu plus de choses sur les 2 saisons qu'il a pu jouer avec nous. Après, si on parle des autres recrues, je reste persuadé que Jacob n'est pas forcément la recrue qu'il nous fallait. Qu'il nous fallait vraiment un défenseur, un latéral, et pas un autre ailier. Parce que pour moi, Jacob est vraiment très très est bon offensivement, il apporte des solutions, il est très rapide. Mais derrière, défensivement, c'est pas ça. Hein. Même contre Bordeaux, c'était pas non plus. C'est pas. Pour une fois, il a pas été remplacé. Hein. Pour une fois, il a fini le match. Kovac n'en a pas eu marre, il a pas changé à la mi-temps. Euh, mais voilà, j'aurais vraiment préféré avoir un autre profil beaucoup plus défensif pour justement pallier à Enrique qui est très offensif déjà pour avoir une autre solution. Ça reste parmi les joueurs, voilà, sur le recrutement, je suis le moins satisfait. Sur l'occasion, je trouve que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il joue milieu de terrain, c'est bien. Il nous a été très performant sur les premiers matchs où il a joué à ce poste-là. Dès qu'on l'a essayé à d'autres postes, c'était compliqué. Contre la Real, il fait un bon match parce qu'il joue avec Chouamini au milieu de terrain. Dès qu'on le fait jouer ailier, ou même des fois 10, c'est moins ça quand même. J'apprécie beaucoup moins quand il joue à ces postes-là. Mais ça reste pour moi une bonne recrue qui permet vraiment d'avoir de la rotation au milieu de terrain et d'avoir des joueurs d'un bon niveau qui nous permettent de continuer quand même à être bons dans le domaine du milieu de terrain et de la possession de balle. Reste Boadou parmi les recrues. Je l'ai dit sur Radio Diagonale, pour moi ce sera le flop de l'année parce que les supporters ont énormément d'attentes sur lui. Ils attendent tout ce qu'il fasse sa saison à 20 buts, 10 passes décisives comme il faisait aux Pays-Bas. Moi je dis tout de suite non, ça m'étonnerait qu'il arrive tout de suite à s'intégrer à la Ligue 1, à son nouveau coach, et qu'il n'y arrivera pas. De toute façon, il n'aura pas assez de temps de jeu, je pense, pour arriver à ces statistiques-là, et donc il va nous décevoir, il aura du mal. Et on le voit à l'heure actuelle, c'est très compliqué pour lui, il est en manque de confiance totale. Je pense justement que Kovac le lance titulaire, c'est pas forcément l'aider. Je pense que ça passe plus par être sur le banc, à faire rentrer sur les fins de match, avoir des bouts de match où il peut plus se rassurer, commencer à montrer des choses pour gagner du temps de jeu et être titulaire petit à petit, plutôt que le balancer comme ça titulaire qui n'y arrive pas et que du coup ça l'enterre encore plus et qui commence à avoir beaucoup de rallye sur lui de la part des supporters. Ce que je peux comprendre. J'ai totalement confiance que c'est une très bonne recrue et qu'il va arriver dans l'avenir à être un très bon attaquant à l'AS Monaco. C'est juste que ça va prendre du temps et beaucoup plus qu'on pourrait le penser. D'ailleurs, j'avais dit pendant cet été comme quoi j'aurais bien aimé avoir Germain comme 4e attaquant. J'avais fait les propositions, fait les sondages sur Twitter, quoi, et on s'était un peu moqué de moi en disant mais pourquoi tu veux ça, quoi. Et quand je vois le début de saison de Germain, je me dis que comme 4e attaquant, il aurait vraiment fait du bien, quoi. Pour quelqu'un qui connaît très très bien la maison, ça aurait été quand même une bonne recrue, quoi. C'est quoi le 10 à 6 très moyen. Oui, 10 à 6 pour moi, je suis pas confiant quand il est titulaire. Pourtant, il fait un très bon match contre la Real. Contre Bordeaux aussi, ça peut aller, quoi. Mais c'est vrai que quand on aligne Badiachil 10 à 6, j'ai toujours un souci. Je
trouve qu'il y a un manque de communication entre les deux, qu'il n'y a pas de leadership qui se dégage, comme avec Maripane qui prend vraiment le rôle de tenir la défense. On a pu le voir du coup avec Matsima aussi, il y avait eu des soucis de marquage. Le but qu'il prend par Dieng, là où il lui fait la toupie, qui tourne autour et qui met le but, c'est inadmissible de se prendre ce type de but-là à ce niveau-là en Ligue 1, surtout pour un tout jeune attaquant, quoi. C'est vraiment pas possible. Donc non, moi j'ai vraiment du mal avec Disasi, et après, c'est pas non plus une très mauvaise recrue, hein. Il reste jeune et du coup il va continuer à progresser, mais voilà, c'est pas forcément, si je dois aligner une défense type, c'est pas Disasi que je mets. Moi j'aime beaucoup Germain, je trouve que c'est pas clairement pas une star, c'est pas un superbe attaquant, mais ça reste vraiment un attaquant très très intelligent, qui sait très très bien se placer, qui voit très bien le jeu, qui fait de très bonnes passes, très bons appels, qui joue intelligemment, qui connaît parfaitement l'AS Monaco pour y avoir vécu quand même très longtemps, avoir joué beaucoup avec le club, donc c'est très précieux ce genre de choses aussi. C'est un joueur qui se met énormément au service du collectif et qui apporte beaucoup de solutions. Je peux comprendre que les Marseillais n'aient pas du tout aimé son passage, qu'ils aient énormément râlé sur lui parce qu'ils attendaient un attaquant de pointe. Il a été mis dans une sorte de 4-3-3, ou vraiment un système où il est tout seul. C'est pas du tout ça, Germain. Germain, c'est dans une attaque à deux, vous y arrivez. Il lui faut quelqu'un qui joue en pointe, justement, parce que c'est pas son rôle. Il faut qu'il puisse tourner autour de quelqu'un, puisse du coup faire des contre-appels avec lui, pouvoir jouer dans un jeu assez rapide avec lui. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'idée d'aller le chercher. Je trouve que ça aurait été bien, parce que je pense pas que c'est un joueur, maintenant à l'âge qu'il commence à avoir, qui aurait demandé forcément à avoir énormément de temps de jeu. Ça lui aurait permis de rejouer la Coupe d'Europe aussi, donc je pense qu'il n'aurait pas été contre. Mais c'est vraiment, voilà. Oui, le York, c'est aussi le profil que je parlais. Bon, moi, c'était plus Giroud que j'évoquais, mais j'aurais aimé aussi, surtout, qu'on aille chercher un joueur de ce type-là. Ce qui manque, nous, dans les profils d'attaquants, c'est l'attaquant qui est très costaud, qui est très physique, qui joue dos au but. Qu'on joue contre des équipes qui font bloc bas, qui mettent le bus, qui nous empêchent de jouer vraiment dans des petits espaces. Boadou, Ben Yedder, ça sert à rien, on n'arrivera pas à passer, parce que c'est des joueurs qui jouent vraiment dans les petits périmètres, qui essayent de dribbler, mais là il y a trop de monde, et il y a trop peu d'espace, et ils ont vraiment du mal à le faire. On n'a pas d'attaquants qui ont des grosses frappes lourdes de loin non plus, même si bon, en volant peut être capable de le faire. Du coup j'aurais aimé avoir vraiment un attaquant qui sait faire de la place, qui sait jouer en retrait, et faire des balles en retrait, faire des décalages très physique, de style de joueur comme à York, même si c'est pas un grand attaquant renommé et tout, c'est des joueurs, voilà, que d'avoir cette solution sur le banc, c'est quand même très bien, quoi. Ouais, alors on a un quatrième attaquant, ouais, bah oui, pourquoi pas. Écoute, vraiment, je pense que là, on a vraiment pas le budget, quoi. Même si on vendait Tchouaméni, je pense qu'on a toujours pas le budget pour aller le chercher, quoi. Voilà, en tout cas pour le top et les flops, du coup on va pouvoir évoquer un petit peu maintenant le prochain mois qui nous attend, ce mois d'octobre. Peu de matchs, du coup c'est vrai qu'il y a déjà eu un match qui a un peu débordé, hein. J'ai parlé de match de Bordeaux qui était quand même le premier week-end du mois d'octobre. Il y a la trêve internationale qui mange pas mal, et du coup derrière il n'y a qu'un seul match européen contre le PSV juste après le match contre Lyon. Donc voilà, on va jouer Lyon, on va recevoir Montpellier et aller du coup à Brest. Du coup 3 déplacements, un seul match à domicile. Oui, monsieur, ouais, c'est un déménageur, c'est à peu près ça, le profil dans une défense très très regroupée qui aime faire la place, c'est exactement ce que j'aurais aimé avoir. Je rappelle du coup contre Lyon, match ultra important, comme d'hab, en retour de sélection, toujours très compliqué, ça ne réussit pas forcément. Lyon non plus, ça ne réussit pas forcément. Heureusement, l'année dernière, en Coupe de France, on a réussi le petit exploit de gagner 2-0, parce que sinon, en championnat, on en a pris 2 belles, malheureusement. Ouais, Germain, justement, j'en parlais, de toute façon, je l'avais l'évoqué, quoi. Forcément, il va jouer contre nous, et ça reste un joueur qui a marqué quand même souvent contre nous, hein, que ce soit avec Marseille ou avec Nice. Les buts, il les a mis, donc à voir, du coup, si avec Montpellier, ça va être la même. Du coup, contre Lyon, pas de Tchouaméni, ça va être dur, pas de Diop. Si Golovin est encore blessé, ça va être compliqué. Pas de Maripane non plus, parce qu'il joue moins de 24 heures avant en sélection. Pas de Sidibé non plus, je pense, parce qu'il est blessé, et avoir pas eu trop de nouvelles, voir s'il est là. Ça va commencer à faire beaucoup. En face, on va prier très fort pour qu'il n'y ait pas Paqueta, qui joue aussi avec le Brésil, là, pareil que Maripane, même un peu plus tard. Parce que Paqueta est en vraiment une très très bonne forme. Je crois que Slimani aussi est blessé, à voir s'il va revenir ou pas. Ce serait bien aussi qu'il ne soit pas là, parce qu'il connaît assez bien quand même notre défense et nos joueurs pour se faire de la place.
Voilà, match très compliqué où il va nous manquer du monde, sachant qu'il y a le match du PSG aussi derrière dans les têtes, je pense. Lyon, il joue aussi en Coupe d'Europe, mais du coup, ils doivent jouer le Sparta, je pense. Donc, c'est pas du tout un match compliqué pour eux. Voilà, si on va chercher un point du match nul comme contre Nice, ce sera vraiment pas mal. Lyon, le souci, c'est qu'ils sont complètement irréguliers. C'est très compliqué de les analyser. Ils vont faire des super matchs où ils vont très très bien s'en sortir. Et derrière, après, faire des matchs catastrophiques comme aller faire un match nul à Saint-Etienne. Je veux bien que c'est le derby, hein, et du coup, ça ne joue pas de la même façon. Les Stéphanois sont remontés à bloc sur ce match-là, mais alors les Lyonnais, c'est encore pire. Hein. Pour eux, le derby, c'est un truc qu'il faut absolument gagner, surtout qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui viennent du centre de formation, et c'est entré dans leur tête vraiment tout petit, qu'on leur dit qu'il faut défoncer les Stéphanois, hein, pour habiter dans la région, je peux vous le dire, pour connaître des jeunes qui ont fait le centre de formation de Lyon aussi. Euh, donc c'est assez surprenant du coup qu'ils aillent faire un match nul contre une équipe qui a rien montré depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est une équipe qui va nous recevoir, qui va avoir une envie de revanche par rapport à la saison dernière, qui va vouloir reprendre des points suite au derby. Il y aura pas Anthony Lopez, ça c'est plutôt une bonne chose, parce que ça reste quand même un très bon gardien. Je regardais d'ailleurs, c'est le gardien qui fait le plus d'arrêts en Ligue 1 cette année, ce qui signifie aussi que Lyon est l'équipe qui a le plus subi de frappes depuis le début de l'année, hein, si Anthony Lopez est celui qui fait le plus d'arrêts. Plutôt un bon signe pour nous, s'ils nous laissent des ouvertures, parce que du coup nos attaquants sont en forme, et eux ils sont là, du coup il n'y a pas d'absence pour l'instant, on verra bien. Donc on aura à mon avis des solutions, je pense que ça va être un match assez ouvert, avec pas mal de buts à voir. Car c'est le match le plus compliqué pour moi en Ligue 1, après Montpellier, beaucoup de matchs nuls sur ce début de saison quand même, sur Montpellier, il y en a eu 4, 2 victoires, 3 défaites, là ils sont sur une série de 3 matchs sans victoire. Assez compliqué. Une équipe qui rebondit quand même bien sur le match. Voilà, même s'ils arrivent à perdre, ils arrivent à recoller comme au score, ou du coup à gagner le match et à se faire reprendre. C'est pas une équipe forcément en forme actuellement, donc à nous d'en profiter. Surtout que c'est le seul match à domicile, donc là clairement les 3 points sont obligatoires. Slimani joue avec l'Algérie, c'est qu'il est revenu de blessure. Alors, parce que du coup il était blessé contre Saint-Etienne, et même sur les matchs avant, c'est pour ça que Paqueta jouait en pointe ces derniers temps. Du coup s'il revient, c'est un peu triste pour nous. Donc ouais, clairement pour moi la victoire elle est obligatoire contre Montpellier, clairement, en espérant du coup que Germain nous mette pas son but. Brest, là c'est la digne lignée de Saint-Etienne, Bordeaux, Clermont. Brest c'est dernier, 19ème, du coup ils sont je crois dans le même résultat que Saint-Etienne, 0 victoire depuis le début de la saison. Comme Saint-Etienne, c'est une équipe qui marque quand même du but, hein, c'est un but par match en moyenne, c'est 2 encaissés seulement par match non plus, c'est pas comme Saint-Etienne, Bordeaux qui en prennent 3 en moyenne, donc défensivement c'est un peu mieux, mais voilà, ça gagne pas du tout les matchs. On se souvient du match qu'on avait fait l'année dernière, on avait tiré 50 fois, pas mis un but, et du coup Fer nous a un peu crucifié en mettant son but, et ça avait été une défaite un peu amère contre Brest la saison dernière. À nous du coup de ne pas nous faire prendre dans le piège cette saison, d'aller chercher la victoire à Brest. On peut aller faire à 7 points sur les 3 matchs, donc on peut l'espérer, ce serait vraiment très très bien pour rester sur le haut du classement, et prendre peut-être un peu plus d'avance, surtout sur Lyon, qui est juste derrière nous. Le match du PSV, alors là, c'est très compliqué à lire. Qu'est-ce que va nous faire Kovac? Est-ce qu'il va faire tourner encore pour vraiment mettre la meilleure équipe possible contre Montpellier à domicile? Ou est-ce qu'il du coup il va tenter quand même d'aller chercher la victoire qui nous avantagerait énormément pour la suite, et qui nous permettrait d'être beaucoup plus serein? Je suis assez curieux. Après, le PSV, quand on analyse, ils sont 2e à l'heure actuelle de leur championnat. Que je retrouve les stats que j'ai marquées sur le PSV. Ils sont 2e à avoir 6 victoires, 2 défaites. Mais du coup, les 2 défaites, j'ai regardé, c'est à chaque fois qu'ils ont rencontré des grosses équipes. Donc Feyenoord, c'est défaite. Willem 2, pareil, c'est défaite. C'était le 5 et le 4e. Ils n'ont pas gagné les matchs. Contre les Real, ils ont fait match nul aussi. Donc voilà, quand il y a des grosses oppositions, c'est assez compliqué pour eux d'aller chercher la victoire. Par contre, c'est une équipe vraiment très très offensive. J'ai regardé sur leurs 8 derniers matchs, il y a 23 buts marqués. Donc c'est plus de 3 buts par match quand même. C'est comme 2 inscrits à la Real, hein, je rappelle, 4 à Graz. 9 buts encaissés, c'est pas non plus tant que ça. Voilà. À noter du coup que Sangaré avait pris un carton rouge à Graz, donc il sera pas là contre nous. Le milieu de terrain, pour c'est pas non plus un titulaire en puissance de leur côté. Il n'a pas joué tous les matchs depuis le début de la saison. Mais voilà, c'est toujours à prendre quand il y a un joueur qui est absent contre nous. À nous d'aller chercher au moins le match nul. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve ça dommage de faire tourner en Coupe d'Europe alors que tu te bats toute la saison pour y aller. Quand tu y es, du coup, tu ne fais pas jouer tes meilleurs joueurs.
Voilà, clairement, là, il va falloir aller chercher la victoire au PSV, à minimal match nul, pour, comme je le disais, avoir les 3 équipes à 5 points après les matchs allés, et du coup avoir l'avantage de recevoir les 2 autres équipes. Euh, Ce serait pas mal quand même. Je sais pas, pour vous, on fait quoi du coup sur ces 4 matchs-là? On arrive quand même à aller chercher 2 nuls et 2 victoires. Merci Cam the Camille pour avoir suivi la chaîne. On risque de se faire dérouiller contre Lyon, tu disais. C'est possible aussi, oui. Ça m'étonnerait pas que Lyon nous fasse un sursaut d'orgueil et vienne nous manger. Au milieu de terrain, eux, s'ils n'ont pas Keita. Parce que du coup, ça parle de qu'ils soient libérés par le Brésil pour pas jouer le dernier match, j'ai lu quelque part. Euh, Au milieu de terrain, ils peuvent nous faire très mal si on n'a pas de Chouameni, qui est quand même vraiment un point essentiel dans notre équipe. À voir qui on aligne, ça va être Fofana Matazo ou qui est du Jean Lucas qui jouera contre son ancien club, mais du coup qui aura le désavantage d'être connu par ses adversaires. On risque de se faire bouffer au milieu de terrain et voir d'ailleurs ce que ça peut donner, quoi. 7 sur 9 et le nul au PSV, ouais, voilà, je pense. Moi, c'est vraiment ce que je viserais, c'est d'aller chercher les 2 nuls là contre le Lyon et le PSV à minima. Au moins ça, ce serait déjà très bien. Et bien sûr, par contre, il faut aller gagner les 2 autres matchs. Parce que derrière, comme je l'ai dit, le mois de novembre, mois de décembre, ça commence à être du match beaucoup plus lourd. Ça va être les matchs retour contre le PSV, contre la Real. Ça va être des PSG, ça va être des Lille, ça va être des Rennes. Voilà, novembre-décembre, c'est un gros calendrier très compliqué. Donc il faut pas se rater là contre les 2 clubs qui arrivent qui sont pas très en forme. Pour moi aussi, l'Europa League, on a fait déjà. Le match nul à Real est quand même très très bien. C'est vraiment un très bon point pris. Il faudrait pas les perdre 3 points au PSV, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, à fond, après, avec le nouveau format, quand même, pour se faire sortir, finir quatrième de sa poule, c'est quand même très compliqué. Donc au pire des cas, même si vraiment on déraille, parce qu'on fait un mauvais match, on se fait surprendre et qu'on finit troisième, au pire, on va aller faire des 16e d'Europa League Conférence et avoir l'opportunité de faire un petit parcours là-bas aussi. Même s'il y a de belles équipes, hein, quand même. Quand on voit que Rennes a joué à Tottenham, c'est pas non plus que des petites équipes. Ah oui, c'est sûr qu'après de faire tourner, avoir la rotation, ça permet aussi à des jeunes joueurs du coup d'avoir un peu plus de temps de jeu et que du coup, au fur et à mesure de la saison, quand tu n'as plus forcément de titulaire, quoi, tu peux te permettre de faire tourner beaucoup, quoi. Ça donne de l'expérience un peu à tout le monde et tout le monde est prêt et n'a pas un sentiment de hiérarchie, c'est pas mal aussi, c'est sûr. Mais quand t'es en Coupe d'Europe, t'as vraiment envie de mettre les meilleures chances de ton côté, quoi. Clairement, moi, de ne pas avoir Ben Yedder titulaire contre la Real, je veux bien qu'il soit pas non plus un joueur très très rapide, mais Boadou n'est pas non plus tant que ça. Et ça m'aurait pas dérangé de voir Ben Yedder en pointe à la place de Boadou sur ce match-là et avoir Diop et Diatta pour jouer les contre-attaques. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à raconter, en tout cas sur ce mois d'octobre. Si vous avez d'autres points que vous voulez parler, là, avant que je cut ce petit live. En tout cas, merci en tout cas, à tous ceux qui étaient présents. Aux quelques personnes qui étaient là pour parler avec moi, c'était cool. Je commence à plus avoir de voix, d'ailleurs, à force de parler depuis ce soir. Merci aussi aux 4 personnes qui se sont abonnées aujourd'hui à ma chaîne, ça fait plaisir. Tiens, je vois d'ailleurs qu'il n'y a pas le... J'ai pas mis le compteur sur celui-ci. Après la Coupe d'Europe, à voir ce que ça va donner aussi quand on sera au printemps, hein. Et là, ça va être à notre rythme, ça va être des matchs beaucoup plus importants. Où on va peut-être faire aligner une autre équipe à ce moment-là, hein. Mais c'est vrai que quand on voit, par exemple, les deux dernières campagnes européennes qu'on a pu faire, les 2 belles épopées, à chaque fois, même en phase de poule, on avait les titulaires qui jouaient. D'ailleurs, ça enchaînait avec que des titulaires. On ne faisait pas de rotation, on ne faisait pas tourner. Donc c'est ça qui fait mal, se dire, ah, on joue l'Europa League, ah, du coup, on fait tourner. Merci, monsieur Waya, de t'être abonné aussi à la chaîne. Donc à voir, ça se trouve au printemps, on commencera aussi à faire jouer vraiment la meilleure équipe. Après, je pense que le fait d'avoir joué cette Coupe d'Europe d'entrée dès le mois d'août, d'avoir joué ces 4 matchs en plus, on a notre préparation qui est un peu décalée et on va commencer à monter en puissance. On va intégrer aussi tous les joueurs de l'effectif.
toutes les nouvelles recrues, que ça va prendre un peu de temps, mais là je sens qu'on est un peu mieux déjà. Mais il y a beaucoup à dire quand même sur ce mode d'octobre, c'est pas non plus parfait. Il y a des victoires un peu en trompe-l'œil contre Saint-Etienne, contre Clermont. Elles sont pas non plus ultra maîtrisées malgré des 3-1. Mais en tout cas, il y a du mieux et je trouve on retrouve déjà du plaisir à voir les matchs de l'ASM. C'est triste en tant que supporter qui est loin de voir que du coup nos supporters sont pas au stade. C'est triste de voir le stade qui est vide parce qu'on nous on aimerait y être dans le stade pour y aller. Après, je peux comprendre qu'ils défendent leur position à l'heure actuelle. Ce qui s'est passé contre Marseille, où du coup c'est eux qui se sont tapés dessus, c'est complètement inadmissible et que, bah, ils n'ont pas énormément de solutions pour protester. Et bah, malheureusement, ça c'en est une. Des rares qui le restent, donc qu'ils le fassent, oui, je peux le comprendre. Mais c'est sûr que bah, c'est triste que du coup, en ce moment, sur les derniers matchs, on entend plus les supporters adverses que nos propres supporters. C'est dommage, ça, on te fait énormément critiquer parce que notre stade est vide, et là on enchaîne des saisons qui sont beaucoup plus intéressantes, et il n'y a il y a toujours personne au stade. C'est dommage, quoi. On aimerait quand même du coup de retrouver un peu le 8-2 qui se remplit, qui est au moins les 10-12 000 d'affluence qu'il y a pu y avoir il y a quelques saisons de ça, mais malheureusement, bah non, on est beaucoup plus bas que ça, quoi. C'est dommage. Mais en tout cas, oui, je comprends je comprends leur mouvement et ce qu'ils font. C'est tout à fait légitime de leur part, hein. Merci Camille pour tous les petits compliments, ça fait plaisir. Écoute, moi ça me fait plaisir aussi de faire tout ça. Moi j'adore les stats, alors, les garder que pour moi c'est un peu triste, donc c'est pour ça que j'étais content de venir sur Twitter pour les partager. C'est la raison pour laquelle je suis venu sur Twitter, quoi, et du coup ça fait plaisir. Donc voilà, il n'y a pas de souci, et merci pour les lives aussi. Bah écoutez, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous ceux du coup qui ont regardé cette vidéo sur YouTube. Merci d'avoir tenu 1h16. En tout cas pour ceux qui étaient présents sur le live et ceux qui vont regarder le replay. J'ai vu que du coup sur la vidéo du mois d'août, il y en a pas mal qui se sont tapés quasiment toute la vidéo, quoi. Bah, bravo à vous. C'est cool, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui suit ce que je fais. Euh, Est-ce que je serai au stade samedi prochain? Non, je pense pas. Ça m'étonnerait. Ma compagne va coucher dans très très peu de temps maintenant, donc j'évite d'être un peu trop loin. Donc même si j'habite à 25 minutes du stade, j'ai pas pris le temps d'aller acheter des billets et tout. Donc non, j'y serai pas. Merci à toi. Écoutez, bah, bonne soirée à tous. À très très vite. De toute façon, bah, à mon avis, ce sera pour l'avant-match contre Lyon. Ciao!